Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de placementdirect.fr consacré à l'épargne retraite et au fameux plan d'épargne retraite. Merci de vous être inscrits à ce webinaire. Nous sommes ensemble pendant environ 40 à 45 minutes. Nous allons aborder donc le versement optimal à réaliser cette année sur un PER pour être pleinement efficace avec la fiscalité de son impôt sur le revenu. Nous allons également en fin de présentation répondre à un certain nombre de questions. Vous avez été très nombreux, comme à chaque fois, à nous poser vos questions. Nous en avons sélectionné 8. Les questions qui n'auront pas été traitées, nous vous répondrons directement par mail. Nous vous rappellerons également, certains ont exprimé le souhait d'être rappelés lors de leur inscription. Nous vous rappellerons dans les prochains jours également. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir, comme l'année dernière, Ludovic Herchikowicz. Bonjour Ludovic, merci beaucoup d'être Bonjour Henri, bonjour à tous. Bonjour. Merci. Et Ludovic, qui est le fondateur de retraite.com. Juste avant qu'on démarre cette présentation, Ludovic, c'est l'occasion de nous rappeler ce qu'est retraite.com. Retraite.com, c'est un site généraliste sur la retraite. Ça, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre avec le nom retraite.com. On est là pour apporter un maximum d'informations pour les internautes, à la fois autour de l'épargne retraite, de la préparation de sa retraite et même post-retraite, avec de nombreux simulateurs pour préparer et évaluer le montant de votre retraite, voir les différentes solutions d'épargne retraite. Et puis après, on a toute une partie également sur le bien vieillir pour accompagner soit des aidants, soit des personnes âgées à bien vieillir avec des services à la personne, avec des services de garde de jour, de garde de nuit, de repas et autres. Et depuis 2 ans, on a pas mal d'éléments autour d'études qu'on fait pour de nombreux magazines tels que Capital, Le Point, Challenge. On en reparlera tout à l'heure, sur lesquels on a décerné des labels des meilleurs PER cette année. C'était il y a 15 jours, dans le magazine il y a 15 jours, avec une trentaine de pages dans le magazine Challenge, et sur lequel Placement Direct était lauréat. Et on en est très fiers, exactement. Alors, débutons cette présentation avec la première slide consacrée à la baisse de revenus. On est en train de faire des retraites, c'est pour vous, Ludovic, mais on sait bien que... Et je vais prendre la main là-dessus. Effectivement, la première chose à savoir quand vous allez partir en retraite, c'est que vous allez perdre entre 25 et 75% de votre revenu. Donc, on parle souvent d'une moyenne à 50%. Vous gagnez 3 000 €, il vous restera à peu près 1 500 € à la retraite, à condition, bien sûr, d'avoir une retraite à taux plein. Ça peut être encore moins si vous n'avez pas validé l'ensemble de vos trimestres. Et puis, la réforme va certainement faire que vous allez devoir travailler un petit peu plus. On en saura plus d'ici la fin de l'année. Donc, voilà. Les solutions derrière, le fait de gagner beaucoup moins à la retraite, bon, c'est un fait. Le tout, c'est de s'y préparer vraiment à l'avance. Et il n'y a pas 10 000 solutions, globalement. Il y en a 2. C'est de préparer sa retraite d'un point de vue épargne personnelle. Et donc, le PER, l'assurance vie, ce sont des produits d'épargne qui vous permettront de préparer votre retraite pour avoir un complément de revenu. Et puis, d'autres éléments dont on parle souvent un peu moins, mais qui est presque plus important encore, et on n'en a pas toujours conscience, c'est d'être propriétaire à la retraite. C'est-à-dire que si vous gagnez 800, 900, 1000 € à la retraite et que vous êtes locataire, clairement, vous ne vivez pas. Encore moins à Paris ou dans des grandes villes. Si vous êtes propriétaire, on ne va pas dire que vous allez avoir une belle retraite, mais au moins, vous survivrez un peu mieux en étant propriétaire. Donc, la première chose à faire, c'est d'être propriétaire de son logement et, si possible, de faire en sorte que votre crédit s'achève avant le passage à la retraite. Et puis après, l'autre élément qui est vraiment dont on va parler, c'est préparer sa retraite, essayer de mettre de l'argent de côté et se préparer un bas de laine. Et pour ça, il y a des solutions assez efficaces. Le PER en fait partie. Et la loi Pacte a clairement changé un petit peu la donne, puisque là où c'était des produits qui étaient assez contraignants avant, on avait le PERP, on avait le Madelin, on avait le Corem, le Préfonds, le PERCO, l'article 83, etc. Aujourd'hui, tout ça n'est qu'une seule enveloppe qui s'appelle le PER, avec plusieurs enveloppes. Et Henri, je te laisse peut-être prendre la main pour expliquer un peu plus. Justement, la transition est parfaite, Ludovic, merci beaucoup. Sur les apports de la loi Pacte, donc en 2019, un nouveau produit d'épargne retraite a été créé, le PER, le plan d'épargne retraite, qui remplace les anciens dispositifs qui étaient bien connus, le Madelin pour les TNS, le PERP pour ouvert à tout le monde, principalement, on va dire, les salariés, et puis Préfonds pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est un dispositif unique, donc c'est un petit peu plus simple. Du côté fiscal, l'avantage fiscal à l'entrée, une déductibilité des versements, mais on va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Là-dessus, il n'y a pas d'évolution. Il y a vraiment des souplesses apportées sur 3 principales choses. La première, c'est que
il y a une liberté totale dans les versements, ce qui n'était pas le cas sur le contrat Madelin, notamment pour les travailleurs non salariés, où il y avait une obligation de versement annuel sur son contrat. Sur le PER, vous êtes libre, quelque part, de verser quand vous le souhaitez. Ça peut être vraiment pratique pour des TNS qui peuvent avoir une volatilité dans leurs revenus un petit peu plus importante. Donc là, avec le PER, vous êtes totalement libre de verser l'année où vous souhaitez verser. Donc ça, c'est plutôt très bien. Un verrou qui saute également, c'est sur les déblocages anticipés. Donc, il y a toujours les accidents de la vie qui permettent de sortir par anticipation. Mais la vraie nouveauté avec le PER, c'est un déblocage anticipé pour l'acquisition de la résidence principale, d'ailleurs que ce soit la première résidence principale ou pas. Ça, c'est un verrou qui saute. C'est une souplesse, je dis bien une souplesse. Pourquoi? Et ce n'est pas une stratégie patrimoniale, parce que lorsque vous allez sortir pour l'acquisition de la résidence principale à partir d'un PER, l'épargne retirée sera à nouveau fiscalisée. Donc, quelque part, comme vous risquez de sortir une somme potentiellement très importante pour l'acquisition de la résidence principale, vous risquez de repasser sur un taux d'imposition potentiellement plus important que ce que vous avez déduit à l'entrée. Donc, il faut le prendre comme une souplesse, mais pas comme une stratégie. Et puis, dernier avantage apporté par le PER, et ça, c'est à notre sens, chez placementdirect.fr, c'est le plus important, c'est une totale souplesse à la sortie dans les modalités de sortie. Avant, sur les anciens produits d'épargne retraite, vous aviez une obligation de sortir en rente viagère. Alors, sur le PER, il y avait une petite possibilité de sortir à 20% en capital. Sur le PER, vous êtes totalement libre de sortir en rente viagère, de sortir en capital en une fois ou en capital fractionné, de mixer de la rente et du capital. Voilà, c'est totalement libre. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui, à notre sens, est vraiment très, très important sur le PER. Ludovic, peut-être sur le positionnement de notre PER, vous êtes expert en la matière, pour le coup. Oui, j'en revenais un petit peu sur l'introduction. Ça faisait partie une des missions de retraite.com. On fait pas mal d'études, et notamment pour la troisième année, là, on fait avec le magazine Challenge les labels des meilleurs PER du marché. Donc l'idée, c'est de prendre les 80 PER et de les analyser et d'en sortir le meilleur, en sachant qu'on donne un petit peu comme au bac une mention très bien à une vingtaine de PER, en divisant à la fois sur les assurances en ligne et les assureurs traditionnels. Cette année, pour la seconde année d'ailleurs consécutive, Placement Direct, un label des meilleurs PER. L'idée, c'est de vous donner un petit peu un benchmark du positionnement de Placement Direct, qui est un des meilleurs contrats du marché, clairement, avec un positionnement très très faible sur les frais. Ce qui en fait une de ses caractéristiques. Mais pour aller assez rapidement, la moyenne des PER du marché sur les frais de versement. Donc, c'est quoi un frais de versement? Vous versez 100 euros sur un PER. Un certain nombre d'assureurs vont vous facturer cette somme et vont vous ponctionner on va dire de 0 pour les meilleurs à 5% pour les plus élevés. C'est-à-dire que pour les plus élevés, vous mettez 100 euros, et ben, il y a 95 euros qui va sur votre contrat, 5 euros qui va à l'assureur. Évidemment, c'est très très pénalisant et on favorise, nous, dans l'obtention du label, les PER qui ont des frais de versement très faibles, puisque c'est vraiment un coup de bâton que vous met l'assureur dès l'entrée. Vous n'avez pas commencé à mettre de l'argent que déjà vous êtes facturé. Donc les placements directs ne fait pas payer de frais de versement et c'est clairement un élément très décisif dans les décisions que vous prendrez, que ce soit avec Placement Direct ou quelqu'un d'autre. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne de nos 24 meilleurs labellisés sont à 1,08, tout confondu entre les assureurs en ligne et les assureurs traditionnels, et la moyenne du marché est à 2,46. C'est-à-dire qu'en moyenne, les assureurs prennent 2,46% des montants qui sont versés versus aucun frais pour Placement Direct. Sur les frais de gestion, on a des frais de gestion en euros ou les frais de gestion en unité de compte. Ça, c'est des frais qui sont prélevés auprès de tous les assureurs, qui sont là, pas sur le montant que vous allez mettre, mais sur l'encours. Vous avez 10 000 euros ou 1 000 euros ou 10 000 euros ou 100 000 euros sur votre contrat. Chaque année, l'assureur va prendre un montant pour la gestion de ce contrat. Là encore, Placement Direct est quasiment 30% moins cher que le marché, avec 0,60 versus 0,84 ou 0,86 pour le marché. Et puis derrière, on a une partie performance, donc la performance à la fois du fonds euro, qui cette année est d'entre 1 et 2,90 pour Placement Direct, qui est plutôt à 1,36 sur le marché. Et in fine, on a intégré cette année ce qu'on appelle la gestion horizon, la performance de la gestion horizon. Donc on aura l'occasion d'y revenir un peu tout à l'heure, mais ça fait partie d'une des évolutions de la loi PAC et du PER. C'est laisser la place à l'assureur de vous proposer de réallouer automatiquement le montant des fonds que vous allez verser en fonction de l'âge de votre retraite. Le postulat, c'est que plus vous approchez de la retraite et plus il va falloir capitaliser et sécuriser l'épargne que vous avez mis de côté. Si à 2 ans de la retraite, vous avez 50 000 euros sur votre PER, mais qu'il y a un retournement de marché, il y a une crise financière,
c'est le moment où justement il faut que vous soyez le plus possible protégé de ces aléas financiers. En revanche, plus vous vous éloignez de la retraite et plus ça a du sens de prendre des risques, puisque depuis près de 80 ans, toutes les études qui se font montrent que sur le long terme, quand on parle sur le long terme, c'est 10, 15, 20, 30 ans, les placements financiers et les placements en actions sont les placements les plus rémunérateurs du marché. Donc, à condition vraiment de s'y prendre à l'avance, si à 25 ans, vous avez une baisse de 40% de votre portefeuille, c'est embêtant, mais ce n'est pas grave, puisque vous aurez 20 ans pour que le portefeuille se reconstitue. Donc voilà, donc la gestion horizon, on a pris 3 profils. Gestion horizon défensif, pour des gens qui ne souhaitent pas prendre beaucoup de risques, équilibré un peu plus, offensif pour les personnes qui souhaitent positionner leur épargne de manière plus offensive. Et donc de là, une fois encore, placement direct, on est à 8% du marché en moyenne versus un peu moins de 7% pour le marché. 11% quasiment, on est dans le marché. Et en revanche, 13,80, c'est des performances assez exceptionnelles qu'ont pu avoir les assureurs cette année et sur lesquelles placement direct, en ayant des performances au-dessus du marché et surtout des frais très très faibles, font partie des meilleurs contrats. Une fois encore, et je vais rester peut-être sur un dernier élément avant de passer la main, Henri, c'est avoir des très bonnes perfs, c'est bien, mais si vous payez beaucoup de frais, ce qui compte, c'est ce qui reste dans la poche à la fin de l'année. Donc, si vous avez une REM à 4%, mais vous payez 3% de frais, la rémunération réelle, elle est de 1%. Il vaut peut-être mieux aller sur un placement sur lequel vous n'avez pas de frais de versement à 0 et d'avoir 2% de rémunération. Et là, ce qui compte à la fin, c'est d'avoir 2% et pas 1%, et que la performance ne soit pas grignotée par les frais. D'autant que le PER, ça va être vraiment un contrat sur lequel j'insiste vraiment là-dessus, sur les frais, parce que c'est un élément important, puisque on vous ouvre un PER, peu ou prou, c'est un contrat que vous allez garder pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, peut-être plus, si derrière vous décidez de sortir en rente. Donc la notion de frais est très très importante parce qu'elle va venir vraiment grignoter la performance de votre contrat, et c'est vraiment un élément important à regarder en amont. Merci Ludovic. Bon, on est très fiers de cette récompense chez placementdirect.fr, de cette nouvelle récompense, de ce nouveau label. Donc merci beaucoup. Passons à la diapo suivante. Alors, c'était l'angle aujourd'hui de ce webinaire pour vous accompagner vers le versement déductible le plus optimal pour votre PER cette année. Donc, on rappelle le principe. Un PER permet d'effectuer des versements déductibles. Une déduction d'impôt, c'est quoi? Vous allez venir réduire la base imposable sur votre déclaration. Ce n'est pas une réduction d'impôt, c'est bien une déduction d'impôt. Donc, l'économie d'impôt en fait, que vous allez réaliser, c'est le montant du versement que vous effectuez multiplié par votre taux marginal d'imposition. Donc là, on voit sur la diapo, on a mis le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, c'est le barème actuel, mais on sait bien qu'avec l'inflation cette année, le barème devrait être, les tranches devraient être un petit peu réévaluées. On parle de 5%, quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, c'est celui dont on est certain, mais il risque d'évoluer un tout petit peu dans les prochaines semaines. Donc, on est bien sur une déduction d'impôt. Chez placementdirect.fr, on estime quoi? On estime que, pour rappel, le PER est un produit tunnel, donc il est indisponible jusqu'à la retraite. Donc, pour que ce soit réellement intéressant, il faut que votre taux marginal d'imposition soit au moins de 30%. Donc là, vous voyez, on est à 0, 11, 30, 41, 45. Donc, ce sont pour les TMI les plus élevés, 30, 41, 45%. C'est réellement les épargnants qui sont soumis à ce type d'imposition qui sont concernés en priorité par le PER. À 11%, on estime que l'indisponibilité de l'épargne, hors cas exceptionnel, mais l'indisponibilité de l'épargne jusqu'à la retraite ne justifie pas d'effectuer un versement PER. Dans ce cas-là, privilégiez l'assurance vie qui ressemble énormément au PER, mais qui est disponible à tout moment, sans aucune contrainte. Le PER, dans ce cas-là, c'est peut-être plus compliqué. Imaginez, vous souhaitez financer les études de vos enfants, partir en voyage, faire des travaux chez vous. Le PER ne permet pas de sortir. Donc vraiment, TMI 30% minimum, c'est quelque chose d'assez important pour savoir si le PER peut réellement vous intéresser. Alors justement, on revient un petit peu à ce que l'on dit. Est-ce que vous êtes dans la cible? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si vous êtes dans la cible? Premièrement, on le sait bien, le PER, vous allez effectuer un versement cette année en 2022 qui va jouer sur vos revenus 2022. Donc, il faut idéalement estimer le plus finement possible les revenus imposables que vous allez avoir cette année. Et puis derrière, mettre en relation ce revenu imposable avec le nombre de parts fiscales que vous avez dans votre foyer. Alors, cette information des parts fiscales, vous l'avez sur votre avis d'imposition. On a mis ici le détail pour un célibataire, un couple marié avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et quelque part, on a calculé le seuil de déclenchement ici pour un TMI de 30%, à partir duquel les revenus qui dépassent ce seuil-là sont soumis à 30%. Donc, si vous êtes au-dessus de ces seuils-là,
hein, selon la ligne qui vous correspond. Vous êtes dans la cible, entre guillemets, PER, c'est-à-dire que vous avez des revenus ou une partie de vos revenus qui sont au moins taxés à 30%. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'analyser et c'est ce que l'on a voulu vous montrer aujourd'hui. Un célibataire, c'est assez simple, hein. On a vu que le taux marginal d'imposition commençait à partir de 26 070 euros. Donc, si vous avez plus de 26 070 euros, vous êtes dans une TMI au moins de 30% et donc le PER va permettre d'effacer, si on calcule correctement, d'effacer ce qui dépasse ce seuil de 26 070. Donc, c'est ce que l'on veut vous montrer aujourd'hui. Alors, quel montant versé en 2022? Il y a plusieurs choses à avoir en tête. Si vous avez de très, très forts revenus, donc si vous êtes sur les deux tranches les plus élevées, à 41-45%, là, vous êtes clairement très, très largement dans la cible PER. Donc, la question de savoir quel est mon versement cible ne se pose pas vraiment. Ce qu'il faut regarder, c'est votre plafond d'épargne retraite qui est disponible sur votre avis d'imposition. Cet été, vous avez reçu votre dernier avis d'imposition et en dernière page de cet avis d'imposition, vous avez le montant de votre plafond d'épargne retraite. Alors, on le voit ici sur la capture que l'on a pu intégrer dans le slide. Le déclarant 1, c'est un exemple hein, que j'ai mis, peut avoir 18 000 euros de plafond d'épargne retraite global. Ce qu'il faut savoir sur un PER, c'est que vous avez votre plafond de l'année en cours, mais vous pouvez également rattraper les 3 derniers plafonds que vous n'avez pas utilisés. Donc, vous avez une somme hein, qui est la dernière ligne que l'on voit ici. Et chaque personne du foyer fiscal dispose de son propre plafond. Donc, ici, le déclarant 1 a un plafond de 18 000 et quelques euros. Le déclarant 2 a un plafond d'un petit peu plus de 23 000 euros. Ça, quelque part, si vous êtes à 41 ou 45%, alors vous risquez d'avoir des plafonds un peu plus importants d'ailleurs, mais il n'y a pas vraiment de question à se poser. Si vous avez la disponibilité et l'envie de le faire, ce sera pleinement efficace. La question qui peut se poser, c'est si vous êtes dans un TMI de 30%, et là, c'est bien sûr la majorité des gens concernés par le PER sont plutôt dans cette tranche qui est très, très large de 30%. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de se dire combien je vais verser pour n'effacer que le TMI de 30% et ne pas descendre plus bas. Parce que si vous versez trop, bien sûr, on reste dans le cadre du plafond, hein, mais si vous versez trop, vous risquez après d'avoir un versement qui sera beaucoup moins efficace parce qu'il commencera à effacer une partie de votre tranche à 11%. Et là, on revient quelque part à ce qu'on disait tout à l'heure, à 11%, c'est beaucoup moins efficace. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rester dans ces plafonds. Et puis, quand on est dans ces plafonds, ne pas dépasser le versement cible, le versement optimal, qui ne permet que d'effacer la tranche à 30%. Alors, bien sûr, on a pris quelques exemples hein, pour essayer de vous l'expliquer au mieux. J'ai pris l'exemple d'un célibataire, d'un couple marié sans enfants et d'un couple marié avec 2 enfants. On a remis le tableau avec le seuil de déclenchement du TMI de 30% et on a pris un premier exemple donc pour un célibataire qui estime avoir cette année environ 35 000 euros de revenus imposables. Son plafond d'épargne retraite disponible sur son avis d'imposition est de 16 000 euros. Quel est son versement optimal sur le PER? C'est son versement qui va lui permettre d'effacer entièrement sa TMI de 30%. Si on regarde la première ligne, donc on a mis une flèche hein, pour se repérer avec le tableau, un célibataire une part, le revenu imposable qui dépasse 26 070 euros est soumis à 30%. Donc si on fait 35 000 euros de revenus imposables estimés, moins le seuil de déclenchement de la tranche à 30%, donc moins 26 070, on arrive à un versement optimal PER de 8 930 euros. On a mis le détail du calcul entre parenthèses. Et donc ça correspond à quelle économie d'impôt? Eh bien, 2 679 euros, c'est-à-dire 8 930 euros, pardon, multiplié par 30%. Alors, bien sûr, là, ce sont des exemples à l'euro près. On a quand même 2 inconnus. On est sur une estimation de revenus, donc c'est jamais forcément précis à l'euro près, et on est sur un barème qui va être un petit peu revalorisé. Mais au moins, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Après, vous laissez une marge de manœuvre dans le versement cible que vous mettez en place. Mais quelque part, ça permet d'être pleinement efficace. Si typiquement ici, le célibataire versait l'intégralité de son plafond, 16 000 euros, eh bien, il y aurait une partie de son versement, à peu près 7 000 euros, qui ne serait pas vraiment efficace parce qu'il ne provoquerait qu'une économie d'impôt de 11%. Donc là, on conseille plutôt de se limiter à 8 930. Si on prend le deuxième exemple d'un couple marié sans enfant qui gagne très bien sa vie, ils estiment avoir 120 000 euros de revenus imposables cette année. Monsieur a un plafond de 26 000 euros, madame a un plafond de 18 000 euros. Donc le cumul des plafonds est de 44 000 euros. Quel est le versement optimal? Alors, on regarde, là, c'est la deuxième ligne. Le seuil de déclenchement du TMI de 30%, c'est 52 140 euros. Là, on comprend bien qu'il y a près de 70 000 euros qui sont soumis à un TMI de 30%. Donc là, la question, c'est plutôt, on peut se limiter au plafond parce que 70 000 euros, ça dépasse largement les plafonds. Donc, quelque part, ce couple pourrait, s'il le souhaitait, verser l'intégralité de son plafond de 44 000 euros et être pleinement efficace, avoir une économie d'impôt de 30%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un couple dispose donc de son propre plafond individuel. Donc, sur l'avis d'imposition, vous allez avoir le déclarant 1 avec son plafond, le déclarant 2 avec son plafond.
Ce qu'il est possible de faire, si le déclarant 1 veut à lui seul verser 44 000 €, il peut utiliser le plafond de son conjoint. Il y aura juste une case à cocher dans votre prochaine déclaration de revenus, la case 6 QR, je crois, qui permet de mutualiser les plafonds. Donc, quelque part, le conjoint peut décider de donner son plafond à son époux pour qu'il fasse un versement du cumul des deux plafonds. Donc ici, le couple pourrait verser 44 000 € et ça leur procurer une économie d'impôt de 30% fois 44 000 €, c'est-à-dire 13 200 €. Si maintenant on prend l'exemple d'un couple marié avec 2 enfants, ils estiment avoir des revenus imposables cette année de 80 000 €, monsieur a un plafond de 20 000 €, madame un plafond de 16 000 €. Ici, on est en ligne 4 de notre tableau. Le seuil de déclenchement du TMI de 30% est à 62 753 €. Donc, tout ce qui va dépasser comme revenu imposable ce seuil de 62 753 € va être taxé à 30%. Le versement optimal du PER est donc de 80 000 moins 62 753 €. Ça fait 17 247 €. Donc là, attention, il ne faut pas utiliser tous ces plafonds non plus. Et l'économie d'impôt, s'il verse 17 247 €, elle est de 5 174 €, toujours le versement multiplié par le taux marginal de 30%. Voilà quelques exemples qui vous permettent réellement d'être pile poil dans l'optimisation du versement PER cette année sur votre contrat. C'est assez important. C'est comme ça qu'on travaille chez placementdirect.fr et c'est comme ça, quelque part, que le produit doit être envisagé. Alors, on va passer aux questions-réponses, Ludovic. Ouais. Je crois qu'il y avait. Hop. Questions-réponses. Ouais. Il y a une première question de Maïlis, Ludovic. En tant qu'indépendante, je ne cotise pas à la retraite. Le PER me permet-il de combler le manque? Alors, évidemment, oui. C'est d'autant plus intéressant que les TNS, effectivement, vous allez avoir certainement un taux de remplacement, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que votre perte de revenus va être plutôt de entre 50 et 75% que 25% chez les fonctionnaires ou 50% chez les salariés. Donc oui, vous avez possibilité effectivement d'ouvrir un PER. Alors sachant que pour les TNS, vous allez avoir en plus une tranche supérieure, sans rentrer dans les détails techniques, mais voilà, là où le plafond chez les salariés est de 32 909 €, sauf erreur de ma part, Henri, on est plutôt sur les 76 101 € pour les TNS qui vont pouvoir financer une partie du PER avec leur structure. Exactement. C'est un peu le vrai avantage, à voir avec votre conseiller évidemment, mais l'intérêt, c'est si vous sortez du bénéfice imposable, c'est de pouvoir financer une bonne partie avec votre structure et pouvoir du coup vous constituer un capital supplémentaire. Exactement. Les salariés ont un plafond qui correspond à 10% en fait. On ne l'a pas vu parce que l'important, c'est de regarder en tant que salarié surtout, de regarder votre plafond qui est bien marqué sur votre avis d'imposition. Les TNS peuvent avoir un supplément de plafond puisqu'ils peuvent avoir 15% notamment qui dépasse un pass. Alors, un plafond de la Sécu qui est à 41 000 €, il peut y avoir 15% de ce bénéfice qui dépasse un pass en plus que les salariés. Donc, bon, ça, il faut bien le mesurer. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup plus parlé. Mais en tout cas, les TNS, comme c'est la raison pour laquelle qu'a invoqué Ludovic, comme les TNS ont un taux de remplacement plus faible, depuis toujours, c'était le cas sur les Madelins, il est possible pour eux d'avoir un plafond d'épargne retraite qui soit supérieur à un salarié ou un fonctionnaire. Voilà, donc ça, c'est à prendre. Là où peut-être, puis là où effectivement, avant, on avait un contrat Madelin qui obligeait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentriez avant dans un contrat Madelin, il y avait une obligation, dans tous les cas, de verser tous les ans sur ce contrat Madelin. Alors, c'était un petit peu modulable, mais malgré tout, il y avait une obligation de verser, ce qui était assez contraignant. Aujourd'hui, sur le PER, que vous soyez TNS ou salarié, vous ouvrez un PER, vous avez la possibilité, en fonction des aléas de votre structure, de pouvoir arrêter les versements, les reprendre, rajouter un peu plus, rajouter un peu moins en fonction des années fiscales et des bénéfices que vous allez faire sur votre structure. Donc, il y a un côté flexible beaucoup plus intéressant avec le PER que vous ne l'aviez sur le contrat Madelin. Exactement. Alors, Maëlys, on espère avoir bien répondu à votre question. Question suivante de Pascal qui nous demande quel est l'avantage du PER par rapport à l'assurance vie. Alors, en effet, les deux produits chez placementdirect.fr, par exemple, le PER Placement Direct et le contrat Placement Direct Vie, qui a remplacé le contrat d'Argeling, sont très très proches. Ce sont des contrats avec un fonds d'euros, avec une allocation financière qui est quasiment équivalente, avec des frais quasiment équivalents. Ce qui va changer principalement, c'est l'enveloppe fiscale en fait. Le PER va permettre d'avoir un avantage fiscal sur les versements. Alors, on n'en a pas parlé, mais il faut bien avoir en tête aussi qu'à la sortie du PER, vous êtes refiscalisé. Donc, quelque part, cet avantage fiscal que vous avez à l'entrée aussi, il faut qu'il soit suffisamment important pour couvrir aussi une fiscalité que vous aurez à la sortie. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'avantage du PER par rapport à l'assurance vie, c'est cet avantage fiscal. C'est quelque part ce crédit d'impôt que vous fait l'État pour générer des intérêts à partir de versements sur un produit d'épargne de long terme qui permettra dans 10, 15, 20 ans d'avoir au final une enveloppe de capitalisation beaucoup plus importante que si vous aviez fait un autre produit d'épargne.
Donc ça, c'est réellement très avantageux. Bien sûr, s'il y a un gap de taux marginal d'imposition entre l'entrée et la sortie, c'est encore plus important. Mais même avec un niveau d'imposition équivalent à l'entrée et à la sortie, quelque part, ce sureffet capitalisation à long terme joue très favorablement pour le PER. Donc c'est surtout ça, l'assurance vie. On connaît ses avantages en termes notamment de transmission, puisque pour des versements effectués avant 70 ans, il y a un abattement de 152 500 €. Le PER, le fonctionnement est un peu différent, puisque c'est l'âge au moment du décès qui compte et pas l'âge au moment des versements pour déterminer la fiscalité. Mais le PER peut avoir d'autres avantages en termes de transmission, puisque vous ne rendrez pas l'avantage fiscal que vous avez eu au départ. Mais ça, c'est très intéressant. On pourra potentiellement en faire un nouveau webinaire. Dites-nous si vous êtes intéressé pour faire un webinaire qui comparait le PER et l'assurance vie. Ça pourrait être assez intéressant, parce qu'il y a de très nombreuses subtilités sur le sujet. Alors, question suivante pour Ludovic, une question de Marie. Comment s'effectue la gestion financière d'un PER, Ludovic? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Alors, je crois que mon image, elle est fixe. Je crois que je dois avoir un petit bug On vous voit toujours, nous, Ludovic. C'est pas grave. OK, bah, parfait. Donc, aujourd'hui, vous avez 3 types de gestion, 3 possibilités. Soit vous faites ce qu'on appelle une gestion libre, c'est-à-dire que vous ouvrez un PER et vous êtes libre de pouvoir arbitrer un peu comme vous voulez, mettre des OPCVM, mettre des actions, mettre des supports immobiliers ou autres. Alors, peut-être un élément important, si vous optez pour la gestion libre, c'est choisir un contrat sur lequel vous avez beaucoup de supports. Si vous avez un contrat sur lequel vous avez 8 ou 10 supports, c'est un choix de certains assureurs de dire nous, on veut peu de supports, mais on veut vraiment les qualifier. Et puis d'autres assureurs qui disent bah, nous, on veut 300, 400, 500, 600 supports, voire 1000. Je crois que le contrat de placement direct est un peu plus de 1000 supports. Donc, si vous souhaitez aller vers une gestion libre, orientez-vous vraiment vers un contrat sur lequel vous avez un panel assez large de supports. Donc voilà, gestion libre, vous faites le choix comme vous voulez. Vous avez la gestion maison, on en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est le mode de gestion préconisé par le gouvernement et qui fait aussi un des intérêts du pacte, de la loi pacte et du PER, c'est vous ouvrez un PER, votre conseiller va vous demander si vous souhaitez orienter votre placement sur un horizon défensif, équilibré et offensif, et automatiquement, l'assureur, en fonction du nombre d'années qui vous sépare de la retraite, va réorienter votre épargne vers du risqué si vous êtes à plus de 20 ans de la retraite, un peu moins risqué quand vous arrivez à 7-8 ans de la retraite, et du sécurisé quand vous allez arriver à 2 ans de la retraite. Donc vous avez différents supports d'investissement, vous n'avez rien à faire et c'est votre assureur qui va automatiquement refaire une allocation de ses actifs. Et puis le dernier élément, c'est la gestion profilée ou pilotée. Là, vous donnez carrément une gestion sous mandat à votre assureur et vous déléguez du coup la gestion de votre PER à un professionnel de l'investissement. Donc voilà les 3 principaux modes, gestion libre, gestion horizon, gestion pilotée. Exactement. Et chez placementdirect.fr, nous, on a fait le choix de ne proposer que 2 modes de gestion, la gestion libre et la gestion par horizon, parce qu'une gestion pilotée qui ne tient pas compte de l'horizon, on trouve que c'est peut-être un petit peu dommage. Alors peut-être que demain, il faudra inventer une gestion pilotée par horizon, un petit peu plus haut de gamme qu'une simple gestion automatique, entre guillemets. Donc ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, chez nous, voilà, on a vraiment pris le pari d'avoir une gestion libre très très large avec un fonds euro, avec un bonus de rendement très compétitif, près de 1000 supports, et une gestion par horizon qui permet quelque part d'avoir une automatisation de sa gestion qui tient compte de son horizon d'investissement, horizon d'ailleurs que l'on peut changer en cours de temps, le profil on peut le changer en cours de temps, enfin tout ça est très très libre pour le coup. Peut-être juste un élément après, que vous ayez vers une gestion libre ou une gestion horizon, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est vraiment de capitaliser pour préparer sa retraite. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et je pense qu'il est très important d'ouvrir un PER assez tôt, quitte à mettre peu, mais en tout cas de se forcer à avoir une épargne. Et puis surtout, si vous allez vers une gestion libre, on va dire que la gestion libre, à mon sens, elle s'ouvre vraiment pour des personnes qui ont une petite connaissance financière. Si vous avez peu de connaissances financières, orientez-vous vers la gestion horizon. Elle a été faite et lancée par le gouvernement justement pour que les personnes qui ne comprennent pas trop des termes un peu techniques d'UC, de fonds euros, d'allocation d'actifs, d'arbitrage, d'arrérage, enfin, il y a beaucoup de termes un peu techniques dans la finance et dans le PER, tout comme dans l'assurance vie. Si vous n'êtes pas très à l'aise, orientez-vous vers la gestion horizon. Ça vous permettra d'être tranquille et d'avoir une allocation en se faisant juste le choix de dire si vous souhaitez aller vers une allocation défensive, équilibrée ou offensive. Et une fois encore, vous pouvez changer à tout moment. Merci Ludovic. Alors, question suivante de Josiette, c'est une question que l'on a souvent d'ailleurs chez placementdirect.fr. Est-il souhaitable d'ouvrir un PER à l'âge de 61 ans? Alors, la première question à se poser, quelque part, c'est ce que l'on a vu lors de cette présentation. Est-ce que vous êtes dans la cible, quelque part, PER? Est-ce que votre taux marginal d'imposition est effectivement de 30% ou pas? Si vous avez trop peu d'imposition, cela ne semble pas efficace d'effectuer un versement sur un PER, quel que soit votre âge.
Ensuite, il faut te dire quel est votre horizon d'investissement. Est-ce que vous pensez partir à la retraite l'année prochaine à 62 ans, à l'âge légal? Dans ce cas-là, si vous allez économiser 30 à l'entrée et repayer peu ou prou 30 à la sortie, sans avoir eu le temps de générer beaucoup d'intérêts, l'impact fiscal ne sera pas forcément très intéressant. Peut-être que Josiette a prévu de continuer de travailler encore 5 ou 6 ans. Dans ce cas-là, bien sûr, aucun problème. Ou a prévu de ne pas forcément avoir besoin d'utiliser son PER dans 5 ou 6 ans et de se dire, je vais plutôt l'utiliser après 70 ans. Et quelque part, l'horizon qu'elle pourra se donner permettra non seulement de faire peut-être plusieurs années des versements si elle continue de travailler, parce que là, c'est plus efficace quand on travaille, mais bien sûr, de pouvoir potentiellement générer suffisamment de performance sur un horizon plutôt moyen terme que très court terme. Donc, ce sont, à mon sens, les questions qu'il faut se poser avant d'adhérer à 61 ans à un PER. Alors, question suivante d'Alain Ludovic, comment sortir du PER? Alors en fait, il y a un peu, on en a parlé un petit peu au préalable, mais vous avez plusieurs cas qui vous permettront de sortir du PER. Là où ça a été plutôt bien fait, c'est que globalement, si vous avez un accident de la vie, vous pouvez sortir du PER. Et quand on parle par accident de la vie, ça va de l'invalidité, décès du conjoint. Je vais vous les lister un petit peu parce que c'est important de les avoir en tête. Donc invalidité, décès du conjoint ou du partenaire de Pacs. Et puis derrière, il y a tout ce qui est lié à des éléments de la vie, on va dire en général, la fin de l'assurance chômage, le surendettement, ou pour les TNS, la cessation d'activité ou la liquidation judiciaire. Donc ça, c'est les cas un peu classiques. Et puis, il y a le cas qui est beaucoup plus intéressant, et là, qui va parler à tout le monde, c'est l'acquisition de la résidence principale. Donc, en gros, vous pouvez sortir à tout moment si vous achetez votre résidence principale ou si vous avez un vrai pépin de la vie. C'est un peu l'intérêt de bloquer de l'argent, sinon l'assurance vie fait très bien l'affaire, mais là, vous vous forcez à mettre de côté. Mais en cas de problème, vous pouvez toujours récupérer votre épargne. Donc ça, c'est les éléments qui vous permettront, pendant la durée du contrat, de pouvoir récupérer vos fonds en cas de problème. Et puis, il y a la sortie elle-même. Une fois que votre contrat vous arrivez à la retraite, vous sortez votre capital, là où vous avez deux possibilités. Là où à l'époque, sur le PERP et le Madelin, vous n'en aviez qu'une. Aujourd'hui, vous pouvez sortir en capital, c'est-à-dire que vous avez mis de côté 102 387 euros. Au moment de la retraite, vous allez pouvoir sortir vos 102 387 euros, ou en capital. Ce qu'on appelle en capital, c'est de sortir tout le capital que vous avez mis de côté, soit en rente. Et en rente, vous allez avoir une rente que vous avez estimée sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, de dire je veux 2300 euros par mois pendant mes 15 prochaines années. Là où il y a peut-être un élément à compléter, c'est si vous sortez en capital, vous avez également la possibilité, c'est plutôt un avantage fiscal, de dire je vais sortir en capital fractionné. Ça veut dire quoi le capital fractionné? C'est-à-dire que vous avez 102 347 euros, plutôt que de prendre en un coup et d'être fiscalisé de manière assez forte, puisque quand vous allez sortir ces 102 387 euros, vous allez être fiscalisé sur ce montant-là, donc de manière forte. Il est peut-être plus intéressant de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet argent? Est-ce qu'il vaut mieux pas sortir 3 fois 33 000 euros et du coup d'avoir une fiscalité beaucoup plus légère à la sortie, et donc du coup de fractionner ce capital. Donc sortie en rente, sortie en capital et ou capital fractionné. Voilà. Certains permettent même de faire un mix entre les deux. Voilà, les éléments sont assez ouverts, mais vous avez en tout cas à la fois une liberté de pouvoir sortir du contrat en cas de problème, d'accident de la vie, d'acquisition de la résidence principale pendant le contrat, et puis à la sortie du contrat en rente ou en capital. Et Ludovic, pour compléter, sur le PER placement direct, en fait, nous, bien sûr, on propose rente, capital, capital fractionné, rente et capital. D'ailleurs, on peut faire les deux à la fois si on le souhaite. Et la seule contrainte que l'on a, c'est que lorsque l'on fait un fractionnement, une sortie en capital fractionné, il faut que le fractionnement fasse au minimum 1 500 euros. Voilà, c'est la seule contrainte. Donc, c'est quelque chose qui, généralement, ne pose pas spécialement de problème. Mais voilà, il y a uniquement une contrainte de minimum de fractionnement à 1 500 euros. Mais sinon, c'est totalement libre. Et ça, c'est un vrai plus du PER par rapport aux anciens dispositifs. Oui, je pense que c'est vraiment l'élément. C'est-à-dire qu'un des éléments sur lesquels on ne peut pas se leurrer, depuis 20 ans, les gouvernements ont mis beaucoup d'éléments en place pour préparer la retraite. Ça a été quasiment des échecs à chaque fois ou des semi-réussites. Il n'y a pas un produit qui a cartonné à part l'assurance vie. Mais l'assurance vie, ça reste un peu un couteau suisse de l'épargne. Ça n'a jamais été fait vraiment que pour la retraite. Là, avec le PER, ça répond un peu à toutes les attentes. C'est-à-dire que tout ce qui n'allait pas sur les anciens régimes, le PERP, l'obligation, pour les TNS, sur le Madelin, de pouvoir mettre de l'argent, de pouvoir sortir que en rente sur le PERP. Voilà, tous ces éléments qui ne marchaient pas trop ont été réunis pour en faire prendre un peu le meilleur et se dire, en cas de problème, je peux sortir, en cas de résidence principale, je peux sortir, et quand je sors, je peux récupérer mon capital ou sortir en rente. Donc le PER, pour le coup, c'est un produit qui marche très bien, et même le gouvernement et l'ensemble des acteurs, on a des résultats qui sont largement au-dessus, et s'ils sont au-dessus, c'est qu'il y a une attente des consommateurs aussi assez intéressante, par ces éléments essentiellement. Après, on peut parler du contrat, mais le fait de pouvoir sortir en capital ou en rente, de pouvoir sortir en cas de pépin et d'acheter la résidence principale,
tout en déduisant des versements, fait que ça fait un produit retraite avec un seul produit. Il n'y en a plus 10 000, il y en a un, ça s'appelle le PER, et c'est à la fois flexible et pratique pour défiscaliser. Merci Ludovic. Question suivante de Marc. Comment justement est calculée la rente viagère et quelle en est la fiscalité? Alors, automatiquement, la rente viagère et le niveau de rente viagère que vous allez avoir dépend de quelques paramètres. Le premier, c'est évident, c'est le capital que vous avez constitué sur votre produit. Ça me paraît assez évident. Le deuxième, c'est votre âge, puisque quelque part, si vous liquidez votre contrat en rente viagère à 62 ans ou à 70 ans, c'est pas pareil parce que votre espérance de vie ne sera pas la même. Donc, l'assureur va calculer quelque part si vous avez 100 000 euros à 62 ans, vous avez peut-être une espérance de vie selon l'assureur de 25 ans et à 70 ans de 18 ans. On va vous diviser 100 000 euros, je schématise volontairement, soit par 25, ça fera moins, soit par 18. Donc, automatiquement, l'âge de liquidation est très important. Derrière, toutes les options de rente que vous allez pouvoir mettre en place vont être essentielles. Par exemple, très souvent sur la rente viagère, il est conseillé de mettre en place une réversion sur la tête du conjoint. Pourquoi? Parce que comme ça, si moi, titulaire du contrat, je décède le lendemain d'avoir liquidé mon contrat en rente viagère, si j'ai fait une rente simple, la rente est perdue. Si je fais une réversion sur la tête de mon conjoint, quelque part, la rente ira jusqu'au décès de mon conjoint. Donc ça, c'est plutôt sécurisant. On peut faire des réversions entre 60 et 100% généralement. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Bien sûr, là aussi, plus cette réversion est importante en pourcentage et plus l'âge de votre conjoint, si c'est sur le conjoint que vous avez fait la réversion, est jeune, plus le niveau de la rente sera faible. Automatiquement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que plus les options sécurisent la durée de versement de la rente, et plus le niveau de la rente va être faible. Ça, c'est assez logique. Il est possible, par exemple, également de mettre des annuités garanties. Ce que l'on dit, c'est que les annuités garanties, c'est votre espérance de vie moins 5 ans au maximum. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est quoi qu'il arrive, la rente viagère sera versée pendant un certain nombre d'années. Donc, si vous mettez 15 annuités garanties, par exemple, sur votre contrat, si vous avez fait également une réversion, mais que monsieur, madame décèdent dans un accident d'avion, dans un accident de voiture, quelque part, on pourrait dire que la rente sans annuité garantie est perdue. Là, avec des annuités garanties, elle sera versée pendant une durée mini de 15 ans, dans ce cas présent, sur des bénéficiaires qui auront été désignés, souvent les enfants. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles autour de la rente viagère. Automatiquement, plus cette rente est sécurisée dans le temps, plus le niveau va avoir tendance à être réduit. Et concernant la fiscalité, la rente est refiscalisée dans vos revenus à la retraite après un abattement de 10%. Voilà pour Marc. Une question de Philippe Ludovic. J'ai un PER dont la performance laisse à désirer. J'envisage un transfert vers un autre établissement. L'épargne retraite, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les transferts sont possibles. Quels sont les délais et les frais, Ludovic? Alors déjà, peut-être avant de parler de délai de frais, c'est possible. Voilà. Vous pouvez faire un transfert, effectivement, libre à vous de choisir un nouvel établissement. Alors, avec la loi Pacte, si votre PER a moins de 5 ans, vous pouvez être facturé de 1% du montant. Après, je pense que c'est largement négociable. Et puis, s'il a plus de 5 ans, c'est gratuit. Là, donc, c'est possible. Ça peut être payant, pas forcément, en tout cas négociable. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que l'assureur que vous quittez va peut-être mettre un peu de temps avant d'envoyer tous les documents. Donc, comptez entre 2 et 3, 4 mois pour pouvoir faire ce transfert. Voilà, c'est un peu de manière classique. Quand vous partez, ils sont un peu plus longs que quand vous rentrez. Exactement. Mais d'une façon générale. Mais voilà, il faut savoir que c'est faisable, c'est possible. Alors, je dirais que la performance du contrat laisse à désirer. Je pense qu'avant de voir la performance du contrat qui peut évaluer d'une année à l'autre, vérifiez surtout les frais de votre contrat. Et c'est peut-être ça qui va faire un peu la différence que les performances. Après, les performances, plus vous êtes risqué, plus vous allez prendre des risques, plus vous pouvez gagner beaucoup et perdre beaucoup. Donc, je dirais que les performances sont très importantes, mais si vous êtes sur un process à long terme, vérifiez avant tout les frais. Les frais, si vous payez 3% de frais de versement, vous les paierez pendant 15 ans. Si vous avez sur votre contrat 3% quand le marché il est à 8% de performance, il est possible que l'année prochaine, ça soit l'inverse. Donc, la performance va être fluctuante, les frais, eux, vont rester, et c'est peut-être l'élément à regarder. Ce qui peut être également en complément pour Philippe, ce qui peut être intéressant de faire, c'est s'il envisage de transférer. Alors, bon, là, son PER, de toute façon, il ne doit pas encore avoir 5 ans, puisque le PER a été lancé en 2019, donc il faut qu'il attende encore au moins 2 ans. Mais sinon, il peut peut-être arrêter déjà d'effectuer des versements sur son PER, ouvrir un nouveau PER plus compétitif, et puis réaliser son transfert dans 2 ans quand le PER aura dépassé les 5 ans pour que ce soit totalement gratuit. Là, c'est la réglementation qu'il prévoit. Donc, quelque part, comme ça, les 1%, qu'ils soient négociables ou pas, ou il n'a même pas à se poser la question, ce sera automatiquement gratuit. Ça peut être une autre façon de faire également si il n'est pas dans la contrainte de liquider son PER prochainement. Voilà, bien sûr.
Et juste pour expliquer effectivement, mais la réponse a été donnée, vous pouvez ouvrir plusieurs PER. Voilà, exactement. Pas limité à un par foyer fiscal, mais voilà. C'est pas comme le PEA, exactement. Alors, une question d'Alain. Quel est l'intérêt fiscal de réaliser un rachat d'un contrat d'assurance vie pour alimenter un PER? Je crois que c'est la dernière question d'ailleurs. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais le gouvernement, pour encore faciliter le développement du PER, a voulu favoriser les transferts. En fait, ce n'est pas vraiment un transfert, mais c'est un rachat partiel d'un contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans avec un doublement de l'abattement annuel. Vous savez que l'assurance vie, au-delà de 8 ans, vous avez un abattement de 4 600 € sur les gains pour une personne seule et le double, 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. Là, si vous rachetez partiellement de votre contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans, il faut également être à plus de 5 ans de la retraite, donc avoir moins de 57 ans, vous pouvez bénéficier d'un doublement de l'abattement. Donc ça, c'est une bonne idée. Dans la pratique, ce que l'on remarque toutefois, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, on est toujours en train d'essayer de voir quel est le versement optimal à réaliser sur un PER. Ça sera peut-être 10, 15, 20, 30 000 €, 40 000 €. Là, à partir d'un contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans, vous avez donc déjà d'une façon générale la possibilité de retirer en bénéficiant d'un abattement. Si vous avez 4 600 ou 9 200 € d'abattement, peut-être que vous allez retirer 20, 30, 40 000 € de votre contrat dans la limite de l'abattement. Donc, ça ferait déjà 20, 30, 40 000 € à placer sur un PER. Si demain, vous souhaitez faire un rachat, entre guillemets, pour aller sur le PER, vous serez obligé de placer l'intégralité de ce rachat vers le PER. Et si vous souhaitez donc bénéficier de ce doublement d'abattement, vous allez peut-être retirer 50, 60, 70, 80 000 € de votre contrat d'assurance vie. Tout dépend du niveau de plus-value de votre contrat automatiquement. Et à replacer sur un PER, est-ce que vous êtes dans la limite des plafonds? Est-ce que c'est pleinement efficace? Enfin voilà, donc ça part d'une bonne idée. Potentiellement, ça peut vous apporter une économie d'impôt parce que ça vous permet de doubler l'abattement. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de placer une somme aussi importante sur un PER? Voilà, ça demande un petit peu c'est un petit peu plus pointu, ça demande un petit peu plus d'accompagnement peut-être. Je crois que c'était la dernière question, Ludovic. C'était la dernière, on va regarder. Est-ce qu'on en a encore une? Non, c'était la dernière. C'était la dernière. Bon, merci beaucoup en tout cas de Ludovic d'avoir participé à ce. J'espère que on a pu vous éclairer avec Henri sur ce placement retraite qui globalement devient le placement retraite officiel en France depuis maintenant 3 ans et qui devrait continuer à perdurer pendant les prochaines années. Voilà, une fois encore, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je ne peux que vous encourager à placer même des petites sommes, à ouvrir un PER, pas pour ouvrir un PER, mais pour se forcer à épargner un petit peu, ne pas se mettre dans le rouge, mais voilà, pouvoir mettre un peu d'argent de côté et préparer sa retraite le mieux possible pour les futurs 65 ans qu'on devrait avoir dans les prochaines années. Je pense que la réforme des retraites d'ici la fin d'année devrait faire en sorte qu'on reparlera du PER, de la loi Pacte et de la réforme des retraites. Certainement. Merci beaucoup Ludovic. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas également à nous donner quelques commentaires à la fin de ce webinaire et puis à retrouver dans notre prochaine newsletter ou sur la page YouTube de Placement Direct la rediffusion de ce webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.